Bonjour, je suis Olivier Maslow. Je suis coach, je suis auteur, je suis conférencier, je suis aussi fondateur de l'approche Neurocantis. Et c'est justement de cette approche que je vais vous parler, dans la mesure où nous proposons des formations à destination des professionnels, mais aussi, je dirais, des particuliers motivés, dans la mesure aussi où cette approche m'a permis de décliner toute une succession d'outils de formation en ligne sur Internet. Et il me semble opportun justement de, je dirais, préciser un peu plus qu'est-ce que c'est que Neurocantis. Alors déjà, Neurocantis s'est inspiré d'une première approche qui est celle des neurosciences, de l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin, à laquelle j'ai été formé. Une seconde approche aussi à la base de Neurocantis, c'est plutôt l'approche quantique, puisque je suis aussi traducteur du best-seller Transurfing, écrit par le physicien quantique Vanim Zeland, et je dirais que c'est le mélange de ces deux approches qui m'a permis de créer cette nouvelle approche Neurocantis, puisque grâce aux neurosciences, nous pouvons, je dirais, optimiser l'utilisation de notre cerveau pour justement aller stimuler l'intelligence supérieure, en tout cas le siège de l'intelligence supérieure. Et je dirais, grâce à la posture quantique, grâce à l'approche quantique, je dirais, nous pouvons changer d'état d'esprit, c'est-à-dire voir le monde différemment, comprendre différemment notre interaction avec l'univers, avec ce qui nous arrive, et je dirais, apporter une certaine fluidité dans nos comportements. C'est de tout cela dont je vais vous parler, d'autant plus qu'avec Sami Kallel, qui est formateur expérimenté en entreprise et qui est très créatif, nous avons, je dirais, pu concocter ensemble une série d'outils, de panoplies d'outils, qui sont justement utilisés dans cette formation de praticien Neurocantis. La formation de praticien a pour but de vous permettre, je dirais, d'intégrer tous ces outils dans votre boîte à outils, dans votre propre boîte à outils. Et puis, dans la formation de consultant, à ce moment-là, nous allons vous apporter de quoi, je dirais, diffuser ces outils à d'autres personnes. Alors, je dirais que Neurocantis est une approche structurée. Pourquoi structurée? Parce que, inspiré de l'ANC de Jacques Fradin, c'est une approche qui parle de contenants, c'est-à-dire qu'on identifie différents contenants dans lesquels les choses se passent. Et je dirais que on va plus apporter d'attention à ces contenants parce que le contenu en lui-même, je dirais, a moindre importance. On dit souvent d'ailleurs que trop de contenu tue le contenu, trop de matière tue la matière, et bien c'est un peu pareil. On va d'abord s'intéresser au contenant, où est-ce que ça se passe, pour ensuite pouvoir poser un critère diagnostique très précis. Ce critère diagnostique va nous permettre de savoir exactement quel contenant, qu'est-ce qui se passe, et à ce moment-là, quel outil utiliser pour aller travailler, je dirais, le conflit interne ou le problème, ou en tout cas apporter une meilleure vision de la situation à la personne ou à l'entreprise ou à l'association ou à l'organisation ou à l'équipe, peu importe, que nous accompagnons. Alors je dirais qu'à travers cette approche Neurocantis, nous sommes particulièrement sensibles à trois axes. Le premier, c'est la lucidité. La lucidité pour pouvoir bien percevoir les tenants, les aboutissants, et en même temps pour pouvoir aussi aller vers soi-même, être lucide aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le second, c'est l'agilité. Pourquoi? Parce que dans un monde qui évolue sans cesse changeant, eh bien, il va falloir être souple, être capable de percevoir exactement ce qui se passe pour justement surfer, trouver la bonne solution à travers tout ce chaos, parfois, que peut nous amener certaines situations. Et ensuite, l'impact, c'est quoi? C'est que une fois que j'ai intégré, que j'ai analysé, je vais prendre des décisions, je vais communiquer ces décisions, je vais affirmer mon intention pour justement pouvoir influer sur mon environnement et obtenir le résultat que je souhaite obtenir. Mais avant que je développe ces trois axes, je vais vous parler de 4 éléments essentiels dans les neurosciences, 4 contenants, qui sont les 4 centres de décision du cerveau. Alors, le premier centre de décision, le plus archaïque, c'est le reptilien. On pourrait dire que c'est un peu le cerveau instinctif qui doit assurer la survie individuelle. Donc, assurer la survie individuelle, c'est quoi? C'est se mettre dans l'activation de l'action pour aller satisfaire un besoin de survie individuel. Je dois aller manger, je dois aller boire, je dois aller me reproduire, etc. Et les 3 autres états qui vont être gérés par ce cerveau reptilien sont des stratégies de défense en cas de prédateur. Le premier, ça va être la fuite. Il y a un prédateur, je fuis, je m'enfuis. Si je me fais rattraper par le prédateur, à ce moment-là, je vais rentrer dans une stratégie de lutte, je vais essayer de l'impressionner pour le faire fuir, peut-être même que je vais m'en débarrasser parce que je vais être capable de le mettre en déroute. Et la troisième, c'est l'inhibition de l'action, c'est-à-dire que, si je prends l'exemple de la petite souris, je fais le mort et j'attends que ça se passe, d'accord? Et puis une fois que le prédateur est parti, à ce moment-là, je peux aller me mettre en sécurité. Donc le reptilien gère ces 4 états,
une stratégie, je dirais, d'activation pour satisfaire le besoin de survie, et 3 stratégies en cas de prédateur. Le second étage, c'est le paléolimbique. Le paléolimbique, c'est un peu, je dirais, l'apport de Jacques Fradin dans ses neurosciences, puisque c'est le centre de décision qui va s'occuper de la survie du groupe. Alors, on a 2 axes. Un axe vertical qui pourrait être un axe de rapport de force, c'est-à-dire qu'on a un dominant, un leader dans le groupe, et puis on a des soumis qui sont au service du dominant. On pourrait dire aussi que c'est un axe de confiance en soi. Le dominant a beaucoup plus confiance en lui, il prend sa place, alors que le soumis va plutôt être, je dirais, réservé. Et on a un axe horizontal. Cet axe, c'est un rapport de confiance à l'autre. On a le marginal qui n'a confiance en personne, et on a l'axial qui, dans un excès d'axialité, pourrait devenir naïf. Donc ces 2 axes vont permettre de comprendre où est-ce que nous nous situons par rapport aux autres, étant bien entendu qu'effectivement ce positionnement peut varier en fonction des groupes, mais il va nous comprendre aussi que à certains moments, là où ça va se passer le mieux, c'est au milieu, dans cette assertivité, c'est-à-dire je peux être légèrement dominant, légèrement soumis, peu importe, mais en tout cas je suis suffisamment assertif pour être à la fois à l'écoute de l'autre et à la fois m'affirmer. On pourrait dire qu'en analyse transactionnelle, c'est le OK+, c'est-à-dire je suis bien avec les autres et je suis bien avec moi-même. Le 3e étage, c'est le néolimbique. Le néolimbique, c'est à la fois, je dirais, le siège du mental, la petite voix qu'on a dans la tête, mais c'est aussi le parfait centre d'apprentissage. D'ailleurs, le mental nous parle dans la langue que l'on a apprise. Et alors, ce néolimbique va réagir en fonction de ce qu'il a appris. Il a appris comment? Il a appris soit par punition, soit par récompense. Je fais quelque chose qui fonctionne, je peux le refaire. Je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, je m'interdis de le refaire, je le mets de côté. Et on peut comprendre à partir de là que c'est dans cet étage-là qu'on va avoir les valeurs, les importances, les croyances, tout un tas d'éléments, peut-être les exigences, les intransigences, les contraintes, etc. Tout le « il faut »,« je dois », ça se trouve dans cet étage. Et c'est intéressant de savoir qu'en même temps, c'est un parfait serviteur, mais que quand il commence à n'en faire qu'à sa tête, il se met forcément en conflit, il peut nous mettre en conflit avec nous-mêmes. Je vais vous expliquer un peu plus tard le stress. Un point essentiel tout de même, c'est de bien comprendre que ce paléolimbique et ce néolimbique sont je dirais, la partie automatique du cerveau. C'est la partie automatique puisque le 4e étage au-dessus, le préfrontal, va être beaucoup plus le centre de l'intuition, le centre de la créativité, le centre de la sérénité aussi. Et donc, on pourrait comparer le préfrontal à un observateur, un aigle. Imaginez un aigle qui voit tout ce qui se passe tout autour dans l'environnement, et puis qui voit parfaitement tout ce qui se passe dans le néolimbique, le paléolimbique et le reptilien. Il est parfaitement connecté à tout ce qui se passe, d'autant plus que, et c'est intéressant, il reconstitue la réalité en temps réel. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'histoire qui tienne, il n'y a pas d'accroche à quoi que ce soit. Lui, il est juste le parfait observateur de ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, vous comprendrez que ça devient la partie adaptative de notre cerveau, c'est-à-dire qu'il va être capable de jongler beaucoup plus facilement. Quand je vous parlais d'agilité tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des liens avec ça. Il va être capable de jongler beaucoup plus facilement avec tout ce qui se passe. Alors, phénomène intéressant, quand on parle du stress, eh bien, imaginez qu'à un moment donné, le mental, le néolimbique, commence à n'en faire qu'à sa tête, et qu'il ne veut plus du tout écouter l'intuition qui lui vient du préfrontal. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le préfrontal, en tant qu'observateur, qui est là aussi pour nous permettre de survivre dans notre environnement, il doit nous prévenir. Mais comme le mental ne veut plus rien attendre, à ce moment-là, la seule solution que le préfrontal aura, c'est d'envoyer un signal au reptilien, et puis de lui dire, dis donc, il y a un néolimbique qu'on fait qu'à sa tête, là. Tu voudrais pas lui envoyer un petit coup de stress? Et le reptilien s'exécute immédiatement. Le reptilien, d'ailleurs, c'est très instinctif, c'est on-off. Et c'est là qu'on va retrouver les 3 formes de stress qui sont liées aux 3 stratégies de survie, c'est-à-dire le stress de fuite, je bouge, la personne qui bouge comme ça, voilà, elle a envie de bouger. La personne qui est en lutte, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est la colère, je cherche à impressionner, je crie fort, etc. Et la personne qui est en stress d'inhibition, c'est le découragement, c'est la procrastination, j'ai plus envie de rien, j'ai plus de force, je suis vidé, je suis découragé. Voilà. Ça, c'est 3 formes de stress. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la 3e n'est pas tellement reconnue comme stress, et pourtant, le stress d'inhibition est un véritable stress.
Voilà pour ce qui concerne les centres de décision du cerveau. Et maintenant, je vais revenir à ces trois concepts en commençant par la lucidité. Le premier concept dans cette lucidité, c'est le concept Barjot. C'est-à-dire, c'est une manière de reconnaître les comportements chez nous qui ne sont pas appropriés à une vie sereine et à une possibilité d'interagir de la meilleure manière avec les situations qui nous arrivent. Par exemple, le B de Barjot, c'est bannir. Bannir dans le sens du déni. Vous savez, le déni de ce qui est « non, tout va bien, non, je suis tranquille, non, je suis pas stressé, non, de toute façon, je m'entends avec tout le monde, je reste chez moi, je vois personne, donc tout va bien, non. » Vous voyez, donc c'est un peu le déni, on pourrait dire aussi l'ignorance volontaire. Je sais qu'il y a ça, mais je fais semblant de pas le savoir parce que j'ai pas envie d'aller voir, parce que si je vais voir, ça peut me faire mal. Le deuxième, c'est A, de accuser, de agresser. Effectivement, à partir du moment où je commence à être accusateur, agressif envers d'autres personnes, c'est qu'il y a une ombre. On le verra aussi dans ces formations, il y a une ombre qui est touchée, et c'est cette ombre qui va me faire réagir de cette manière. Donc c'est intéressant, à partir du moment où je suis moi-même dans ce A, de agresser, accuser, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose chez moi à aller voir. Le R, c'est le râler. Tout de suite, la victime, c'est toujours de la faute des autres, c'est toujours de mon patron, c'est toujours le contexte, c'est toujours la crise, c'est toujours le gouvernement, c'est toujours tout ça. Là, je râle, c'est aussi un comportement Barjot. Le J, c'est se justifier, parce que j'ai besoin d'aller me justifier, parce qu'effectivement, peut-être que je me sens coupable. Le sentiment de culpabilité va m'amener à me justifier. C'est un sentiment Barjot, c'est un comportement Barjot. Le O de Barjot, ça va être quand ça devient obsessionnel, parce que je n'arrête plus d'y penser. Voilà, j'ai la tête dedans, j'ai le nez dans le guidon, je ne sais plus voir autre chose. Je suis dans cette obsession, mais on pourrait dire aussi c'est des comportements orgueilleux. Ça marche bien avec, c'est-à-dire que non, tout va bien, je suis le meilleur, je ne cherche pas à me remettre en cause, et c'est ce qui provoque, en tout cas, les déroutes, comme on a pu voir, même avec des grandes firmes comme Kodak. Par rapport à l'argentique et le numérique, Nokia par rapport aux tablettes, etc. On voit que quand on est dans cet orgueil, on ne se remet plus en cause et on n'est plus capable de s'adapter, d'évoluer en fonction de ce qui se passe. Donc, ces 5 comportements sont ce que nous avons regroupé sous l'appellation Barjot, ce qui nous permet de comprendre, de voir chez nous que nous avons des comportements qui ne sont pas adaptés à ce qui se passe. Le deuxième concept de cette lucidité, c'est ce que nous appelons le concept voir. Voir, le V, c'est quoi? C'est vers moi. Comme je disais, je peux toujours être en train d'accuser les autres, en train de me dire c'est pas de ma faute, etc. Et voilà, je veux pas voir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de ramener avec beaucoup de bienveillance l'index vers soi et de regarder ici, tiens, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? La lucidité, c'est cette capacité que nous avons à aller voir vers nous-mêmes. Et voir pourquoi? Pour simplement observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe en moi, observer le ressenti, observer les pensées, observer les peurs, observer tout ce qui se passe chez moi, et peut-être aussi observer ce qui se passe à l'extérieur. Dans cette capacité d'observation, c'est ce qui va me permettre, j'irai, on va le voir plus tard, d'emmagasiner des informations. Ces informations, je vais ensuite les intégrer, je vais investiguer, le I de voir, je vais investiguer pour commencer à comprendre les tenants, les aboutissants. Et à partir du moment où j'aurai une vision beaucoup plus globale, avec beaucoup de lucidité sur ce qui se passe, à ce moment-là, je vais pouvoir relâcher. Et relâcher, c'est essentiel pour passer à la seconde phase qui est l'agilité. Pourquoi? Parce que, imaginez un joueur de tennis, par exemple. Au moment où il va faire son service, et au moment où il va taper cette balle, est-ce que vous pensez qu'il est crispé comme ça, qu'il va la taper comme ça? S'il fait ça, il a toutes les chances de l'envoyer n'importe où. Non, c'est une forme de relâchement. Il y a une forme de relâchement, de non-effort, et c'est à partir du moment où, là, c'est là qu'il donne toute cette frappe, tout cet impact. Eh bien, c'est exactement pareil. Cette agilité, c'est cette possibilité d'être dans le relâchement pour pouvoir ensuite donner la force et la puissance exactement là où il faut. On pourrait faire aussi la même métaphore avec un joueur de golf. Le club, quand on l'élève, le club, c'est tout doux. D'ailleurs, c'est pour ça que les Japonais adorent ce sport, c'est parce que c'est très zen comme mouvement. Par contre, quand ils relancent, voilà, là c'est là que toute la puissance se met en place. Eh bien, cette métaphore nous permet de comprendre que quand nous relâchons, à ce moment-là, nous allons être capables de faire preuve d'agilité. Dans cette agilité, le troisième concept neuroquantiste, ça va être d'aller voir quelles sont les différentes motivations et quels sont les freins
qui sont en nous. Donc nous sommes aussi dans l'observation de ce qui se passe en nous. Eh bien, on part d'un test des neurosciences. Ce test va nous permettre de déterminer avec beaucoup de précision qu'est-ce qu'on va faire par plaisir de faire, juste par plaisir de faire. C'est ce que Jacques Fradin appelle les tempéraments. Quand on est dans son tempérament, on est dans juste le plaisir de faire. Et on peut faire et faire et faire, peu importe le résultat, c'est juste le plaisir de faire. Et vous comprendrez qu'un individu qui va être dans cette motivation de plaisir de faire aura une motivation, je dirais, durable, parce qu'il ne s'épuisera pas. Il aura vraiment ce plaisir simplement de faire ce qu'il est en train de faire. La deuxième forme de motivation, ça va être une motivation par besoin de résultat. C'est ce que Jacques Fradin appelle les caractères. Donc, effectivement, si non seulement je suis dans le plaisir de faire, mais qu'en plus de ça, j'ai un besoin de résultat, on va comprendre que additionner ces tempéraments et caractères dans une personnalité, ça va me donner énormément de motivation. Donc, c'est parfait. C'est presque parfait. Il y a un revers. C'est que ce besoin de résultat, s'il n'est pas satisfait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me mettre une contrainte, parce qu'il faut à tout prix que j'ai ce résultat. Si je me mets une contrainte, vous allez tout de suite comprendre que je vais me stresser, je vais me mettre une pression, etc. Il faut que j'arrive. Vous voyez, d'ailleurs, voilà, il faut, je dois. D'ailleurs, ça, c'est typique de ce troisième étage du néolymbique, le il faut, je dois. C'est tout ce qu'on a reçu comme injonction depuis qu'on est tout petit. Il faut faire plaisir aux autres, il faut se dépêcher, il faut être fort, il faut, etc., etc. Donc, allez voir qu'on a un besoin de résultat peut-être trop exagéré, ça va nous comprendre que ça va être à chaque fois une source de stressabilité. C'est-à-dire que quand je me mets dans une situation où ce besoin de résultat n'est pas satisfait, je vais tomber beaucoup plus facilement dans le stress. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'ANC de Jacques Fradin, on a des outils pour faire baisser cette stressabilité, baisser cette importance, baisser cette valeur, ce déséquilibre pour, je dirais, arriver plutôt à une nuance. On a possibilité, je dirais, de desserrer les fixations. Parce que si je suis dans ce besoin de résultat, je ne vois plus que ça, je suis fixé à ça et je ne suis plus du tout capable d'être dans cette agilité. Donc, pouvoir baisser ces freins, desserrer ces fixations, me permet de retrouver mon agilité. Donc c'est un élément assez essentiel de neuroquantisme. D'ailleurs, tous mes coachings individuels commencent avec ce test, pour vous dire. Quatrième concept, adaptation, et on pourrait dire acceptation. Accepter ce qui est. Parce que, par définition, ce qui est, ici et maintenant, n'est que le résultat du passé. Donc, si je n'accepte pas ce qui est, c'est comme si je voulais refaire ce qui a déjà été fait dans le passé. Et c'est pas en voulant remettre, je dirais, des rustines sur une situation actuelle que je vais pouvoir l'améliorer. Je vais perdre mon énergie à essayer de mettre des rustines, mais ça marche pas. En tout cas, à terme, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accepté que la situation est telle qu'elle est. Et au contraire, si j'accepte la situation telle qu'elle est, à ce moment-là, je peux me focaliser sur le futur vers lequel j'ai envie d'aller. Et ça, c'est un point essentiel que ce soit en tant que manager ou en tant qu'individu dans la vie familiale, professionnelle, peu importe. Bien souvent, on a du mal à accepter ce qui s'est passé, alors que justement, c'est cette acceptation qui me permettrait de me concentrer exactement sur ce que je veux. Donc, accepter ce qui est, ça va me permettre de m'adapter beaucoup plus facilement, d'autant plus qu'à ce moment-là, je vais utiliser toutes les ressources de mon cerveau préfrontal. Mon cerveau préfrontal, je vous l'ai dit, c'est le siège de l'intuition, de la créativité, de la sérénité. Et le cerveau préfrontal, à partir du moment où il a cette vision globale sur tout ce qui se passe, j'irais même à partir du moment où il a cette intuition qui va faire venir des informations d'on ne sait où, eh bien, il va être capable d'apporter des solutions que mon troisième étage, mon mental, mon néolymbique n'aura pas apprises. Donc, je dirais, allumer le cerveau préfrontal, c'est ce qui va permettre d'entrer dans le concept suivant, le cinquième concept qui s'appelle les 6 dimensions. Les 6 dimensions, d'ailleurs, du préfrontal. Parce que, en utilisant ces 6 dimensions du préfrontal, on va pouvoir, justement, allumer cette partie de notre cerveau qui va déclencher cette intelligence supérieure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le préfrontal, c'est notre partie adaptative. Donc, en déclenchant ce préfrontal, on sort des automatismes. On sort des routines, on sort des certitudes, on sort des simplismes, on sort de tout ça pour justement apporter du nouveau. Alors, les 6 dimensions, c'est quoi? C'est d'abord, il va falloir faire rentrer de l'information. Pour faire rentrer cette information, je vais d'abord utiliser la curiosité. Pourquoi? Parce que
justement, j'ai besoin d'avoir des éléments, d'avoir des détails, d'aller peut-être zoomer des choses que j'ai pas vues, d'être curieux de ce qui est. Une curiosité sensorielle. Qu'est-ce que je pourrais voir de plus? Qu'est-ce que je pourrais entendre de plus? Qu'est-ce que je pourrais ressentir de nouveau qui me permettrait justement de faire rentrer de nouvelles informations? Une fois que je fais rentrer ces nouvelles informations, effectivement, la seconde dimension, ça va être de les accepter, d'être dans cette flexibilité, cette adaptation qui me permet effectivement d'engranger ces informations sans être dans la résistance. Parce qu'à partir du moment où je mets de la résistance, c'est que j'ai mis des fixations. Donc cette flexibilité, cette adaptation me permet de faire rentrer un maximum d'informations, je dirais toujours sans essayer de changer ce qui est, parce que de toute manière c'est là. Donc je fais rentrer cette information. Ensuite, je vais devoir rentrer dans un process qui va me permettre de traiter cette information. La troisième dimension, c'est la nuance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans, je dirais, une sorte de dichotomie, je ne vois que ça, mais ça, je ne veux surtout pas le voir. Pour moi, le respect, c'est tellement important que l'irrespect, ça me stresse immédiatement. Eh bien, comment je peux équilibrer tout ça en me disant, effectivement, le respect, c'est chouette, mais par moments, l'irrespect, ça a du bon aussi. Vous voyez. Et donc là, avec cet équilibre, cette nuance, ça va me permettre, justement, quand je vous parlais de baisser ma stressabilité, de desserrer les fixations, on est en plein dedans. C'est pile poil cette dimension qui va nous le permettre, ainsi que la suivante, qui est la relativisation. La relativisation, c'est ce qui va me permettre de sortir de mes certitudes, de mes croyances, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des points de vue très focalisés avec des grandes œillères sur des éléments, sur des situations, je peux sortir de ces œillères et puis relativiser. Il y a d'autres façons de voir les choses qui me permettent justement d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large de toute situation. Cinquième dimension, là on va sortir l'information. On doit sortir l'information, on l'a fait rentrer, on l'a traitée, maintenant on va la faire sortir. Mais avant de la faire sortir, encore faut-il, sortir des simplismes, c'est-à-dire avoir une réflexion globale, peut-être un peu comme un mind map, vous savez, où il y a un élément là, mais j'ai fait des liens avec celui-ci, puis avec celui-là, et puis tiens, voilà, je vais peut-être aller modéliser des parties d'ici pour les mettre là. Enfin, ça, c'est le cerveau préfrontal qui s'en occupe, il s'en occupe très très bien. Je dirais qu'il s'en occupe même sans arrêt. Il est sans arrêt en toile de fond, en train de faire des liens dans cette réflexion globale entre tout ce qui arrive. Et quand j'ai cette vision bien large de cette carte heuristique de ce qui m'arrive, à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer dans la sixième dimension, c'est-à-dire mon opinion personnelle, m'affirmer peu importe le regard des autres, peu importe le qu'en dira-t-on, parce que je saurai, en ayant eu tout ce processus de traitement de l'information, que c'est ma bonne décision. Et là, on rentrera dans le troisième axe de neuroquantisme, qui est l'impact. D'ailleurs, avant de vous parler de l'impact, c'est intéressant de voir que, je dirais, quand on rentre de l'information, c'est cette lucidité. Quand on la traite, eh bien, on est dans cette agilité. Quand elle ressort, on est justement dans cet impact. Et le sixième concept, justement, qui ouvre, je dirais, la catégorie impact, c'est d'être capable de répondre aux besoins. Répondre aux besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quelle posture je vais adapter par rapport à une situation, par rapport aux autres. La posture idéale est celle de l'observateur préfrontal. Pourquoi observateur préfrontal? Parce que justement, c'est quand j'ai ce recul, cette sérénité, cette lucidité par rapport à tout ça, que j'ai pu analyser tout ce qu'il faut, que je vais être capable de prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision qui va me permettre de répondre aux besoins. Encore faut-il que je sache faire passer mon message. Ça, c'est le septième concept. Parce que j'ai pris ma décision, on va voir qu'on a des outils pour prendre la bonne décision qui permettent vraiment d'accepter les risques, d'accepter l'échec, d'accepter tout un tas de choses et de savoir que de toutes les manières, c'est la bonne décision au moment précis où je la prends. Eh bien, comment ensuite je vais aller communiquer ça aux autres? Eh bien, nous utilisons un autre test qui est le test qu'on appelle les couleurs, c'est le test hand size. Ce test permet de reconnaître 4, je dirais, formes de comportement, de personnalité, et je dirais d'adapter notre communication en fonction de ces 4 types de personnalité. Mais pour aller plus loin, on a aussi ce qu'on va appeler le tunnel de communication. C'est un merveilleux concept de Jacques Fradin. Le tunnel de communication nous permet, je dirais, de reconnaître dans quel contenant, je vous reparle à ce niveau-là des contenants, dans quel contenant du cerveau je me trouve, et dans quel contenant se trouve mon interlocuteur. Si mon interlocuteur est dans le reptilien, il va être stressé. Avec ces outils, je peux le sortir de son stress. C'est-à-dire que moi, déjà, je me serais préparé, je suis prêt à la communication, je suis pas stressé.
Et quand je remarque que l'autre est stressé, je sais quel type de stress il vit, et à ce moment-là, je suis capable de le sortir de stress. Si je m'aperçois que l'autre est dans son positionnement social, positionnement grégaire, qu'il est dans une dominance, peut-être qu'il est dans une mauvaise foi, là aussi, j'ai des outils pour pouvoir le sortir de ce positionnement social, pour pouvoir le sortir de cette mauvaise foi. Et je dirais que c'est essentiel parce que tant que j'ai pas traité ces deux premiers contenants du cerveau, là, le reptilien et le paléolimbique, je ne pourrai jamais l'amener dans le troisième contenant qui est celui du mental, donc qui va être celui du raisonnement. Vous ne pouvez pas faire raisonner une personne qui est dans la mauvaise foi, ni qui est dans le stress. Vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté des milliards de fois. Donc, effectivement, avec ce tunnel de communication, on va d'abord s'occuper de ces deux cerveaux, ces deux parties du cerveau, pour ensuite amener l'autre dans le raisonnement et arriver au consensus. Et c'est un élément essentiel, je dirais, en ce qui me concerne, parce que le consensus, c'est quoi? C'est arriver à un rapport gagnant-gagnant. On est d'accord, on a trouvé un consensus, on a trouvé un point d'accord. Et peut-être même qu'on n'est pas d'accord, mais au moins, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une forme de respect, de collaboration, d'estime aussi, mutuelle, qui s'installe. Et c'est vraiment ce que permet ce tunnel de communication pour pouvoir justement faire passer le message, recevoir les retours. On va utiliser aussi le questionnement selon les 6 dimensions. Et c'est grâce à tous ces outils-là qu'on va pouvoir avoir cette relation gagnant-gagnant, une relation OK+, OK+. Enfin, vous pouvez faire tous les liens que vous voulez. En tout cas, on est en parfaite assertivité. Je t'ai entendu et en même temps, j'ai dit ce que j'avais à dire. 8e concept pour cet impact, c'est ce que j'appelle la stratégie de la détermination tranquille. Pourquoi la détermination tranquille? Parce que je dirais que la pensée se balade un peu toujours là, dans le passé, dans le futur. Si je pense à quelque chose du passé, si je rêve à quelque chose dans le futur, si j'ai peur, etc., etc., la pensée, elle se balade. Et comment je vais pouvoir être déterminé ici et maintenant pour me mettre en action? Eh bien, c'est justement en ramenant cette pensée dans le présent. Et là, on a un outil merveilleux qui s'appelle la spatialisation de la pensée, qui nous permet de ramener la pensée dans le présent. Dans ce présent, d'affirmer notre intention, comment? Ben, c'est qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Ici et maintenant, c'est pas demain, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais et dans quel but je le fais? Dans quel but je le fais? Et donc, à partir du moment où, vous voyez, je fais ces gestes, c'est comme si j'avais cette boussole. Où est ma pensée? Comment je peux la ramener ici dans le présent? Qu'est-ce que je décide de faire et dans quel but? À ce moment-là, je peux rentrer dans cette détermination tranquille parce qu'à tout moment, je suis capable de ramener ma pensée centrée vers moi, je dirais. Et c'est essentiel si je veux avancer vers mon but, c'est d'être toujours capable, je dirais, de faire le point. C'est un peu comme un capitaine de bateau. Hein. Il est sur l'océan, il sait pas forcément où il est, mais régulièrement, il va prendre son compas, il va regarder sur la carte. Enfin, maintenant, il y a les GPS, vous me direz, mais en tout cas, régulièrement, il va faire le point, il va regarder où il en est pour savoir dans quelle direction il va mettre ses voiles. Eh bien, et c'est exactement la même chose. Cette stratégie de la détermination tranquille vous permet à chaque instant, à volonté, de faire le point ici et maintenant dans le présent pour engendrer, je dirais, enclencher la bonne action pour avoir justement cet impact et aller vers la réalité que vous souhaitez. 9e concept que j'ai mis toujours dans cet axe d'impact, c'est la biosystémique. La biosystémique, c'est quoi? C'est considérer que l'entreprise, l'organisation, ou en tout cas toute organisation n'est pas juste une mécanique, mais que c'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui vit en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe avec les individus. Et alors, la biosystémique, je dirais, s'appuie sur 3 axiomes essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle la boucle responsabilité-pouvoir. C'est-à-dire, en fonction des responsabilités que j'ai, est-ce que j'ai les pouvoirs qu'il faut? Ou est-ce que j'ai pas trop de pouvoir par rapport à peu de responsabilités? Ou est-ce que j'ai pas trop de responsabilités par rapport à pas du tout de pouvoir? Et là, c'est assez intéressant de voir que c'est une cause majeure de burn-out dans les entreprises, de déprime chez les individus. Cette boucle pouvoir-responsabilité, quand elle n'est pas respectée, je peux vous dire que 70% des conflits dans une organisation, dans une famille, dans une société, peu importe, sont liés à cet axiome qui n'est pas respecté. Le deuxième, ça va être la boucle de circulation de l'information. Et alors, effectivement, ça peut être quel contrôle on va mettre pour vérifier ce qui se passe. Mais je dirais, si je parle en termes de contrôle, je suis plutôt dans le 3e étage, je suis plutôt dans le mental où j'ai besoin d'aller contrôler. Si je suis en préfrontal, je dirais que c'est pas du contrôle, c'est du feedback.
et j'ai besoin d'avoir certains feedbacks, et j'ai besoin aussi que les personnes dans mon organisation, etc., puissent aussi elles-mêmes avoir un certain feedback. Donc c'est un axiome qui va me permettre, c'est un outil, je dirais même plus, qui va me permettre d'aller contrôler que la bonne information est bien là où il faut, et qu'on n'est pas obligé d'aller courir après, ou qu'on n'est pas en manque d'informations, et qu'à ce moment-là, le processus va être assez fluide. Il va être assez fluide, d'autant plus qu'on aura pu, je dirais, optimiser la délégation en s'accordant au troisième axiome qui est celui du cœur de fonction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque personne est dans son cœur de fonction, et là on a des manières très précises aussi de définir quels sont les cœur de fonction dans une organisation, à ce moment-là, on lui permet d'être pleinement efficace dans ce cœur de fonction parce que on aura pris en compte sa motivation par plaisir, sa motivation par besoin de résultat, mais aussi ses compétences, l'information dont elle dispose, etc., le pouvoir et les responsabilités dont elle dispose. Donc, je dirais que bien placer les personnes, bien répartir les cœurs de fonction dans une organisation, c'est un peu ce que permet d'ailleurs la biosystémique, c'est de mettre de l'huile dans tous les rouages de l'organisation. Donc, la biosystémique, c'est principalement un outil qui nous sert à mieux comprendre le fonctionnement d'une organisation. Donc, c'est quand on va être plus dans la consultance auprès d'organisations, mais même dans un coaching individuel, comprendre qu'une personne vit des situations stressantes dans son travail parce qu'un des trois axiomes n'est pas respecté, ça va nous permettre de lui apporter des solutions de s'en sortir. Voilà. Donc, la biosystémique, un outil d'organisation, mais parfaitement adapté à l'individu et je dirais parfaitement adapté à cette vision d'une entreprise préfrontale. C'est-à-dire une entreprise où on est tous ensemble, toujours dans ce rapport gagnant-gagnant, pour nous épanouir et pour faire en sorte que l'organisation s'épanouisse. Je dirais que d'ailleurs, Neurocantis, si je reviens là-dessus, c'est vraiment un modèle, c'est comme ça que je l'ai appelé dès le début, un modèle d'épanouissement de l'organisation et de l'individu. Dixième concept, c'est la méthode PX, comme on l'appelle avec Sami Kallel, c'est-à-dire le P pour le présent et le X, je dirais, pour toutes les possibilités qui sont là, qui s'offrent à moi. La mécanique quantique nous dit que tout est possible, mais qu'est-ce qui va faire qu'une possibilité va émerger dans ma réalité? C'est un peu comme le dé avec ses 6 faces. Qu'est-ce qui va faire que quand je lance le dé, il y a une seule face qui va en ressortir? Eh bien, il y a deux postures. La première, c'est celle d'émetteur. Émetteur, pourquoi? Parce que dans cette posture d'émetteur, j'ai des pensées, j'ai des actions, j'ai des paroles. En tout cas, je génère des causes, ces causes qui vont produire des effets. Et donc, en étant parfaitement lucide, agile, etc., je vais pouvoir générer les bonnes causes qui vont produire les bons effets. Mais je suis aussi récepteur, c'est-à-dire que toujours dans cette lucidité, je suis attentif à mon ressenti, je suis attentif à l'intuition. Je suis attentif aussi aux hasards qui n'en sont pas, aux signes avant-coureurs. Je suis attentif à tout ça. Pourquoi? Parce que je suis simplement dans cette position de récepteur de toutes ces informations que je reçois de mon univers. Et en étant à la fois parfaitement émetteur et parfaitement récepteur, je vais pouvoir déclencher ce que Carl Gustav Jung appelle les synchronicités, c'est-à-dire des événements favorables et qui arrivent, qui ne sont pas ni de la chance ni du hasard. C'est rencontrer la bonne personne qui va me débloquer une situation, c'est tomber sur la bonne information au bon moment, c'est trouver l'objet rare que je cherchais déjà depuis longtemps, etc. Toutes ces chances qui n'en sont pas, encore une fois, mais qui sont déclenchées simplement parce que, ici et maintenant, j'étais dans la bonne posture pour faire en sorte que la bonne possibilité arrive dans ma réalité. Alors tout ça, encore une fois, on vous le propose avec Sami à travers 2 formations. La première formation, c'est la formation de praticien neurocantiste, c'est-à-dire, je dirais, intégrer tous ces outils dans sa boîte à outils. Alors, elle s'adresse à des coachs, elle s'adresse à des formateurs, elle s'adresse à des thérapeutes, à des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, à des personnes qui sont dans l'accompagnement. Elle s'adresse aussi aux particuliers motivés, parce que c'est intense. Pendant 6 jours, c'est une formation qui dure 6 jours, vous recevez énormément d'outils. Et ce contenu est parfaitement éprouvé, il a fait ses preuves. Sami l'utilise régulièrement, les personnes qu'on a formées les utilisent, je les utilise dans mes formations et on voit que ça marche. Avec cette formation, vous avez aussi
un syllabus assez complet de 150 pages où vous avez, je dirais, un mémoire, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir retourner dans la matière et puis rechercher des éléments, les outils, les critères diagnostiques, etc. Vous avez aussi l'accès à une formation en ligne, à des éléments en ligne qui vous permettent aussi de vous remémorer, de revoir aussi comment ça fonctionne, etc. Et vous avez des supervisions, parce qu'avec Samy, nous organisons des supervisions régulières, supervisions par Skype, des rendez-vous par Skype aussi, qui vous permettent, je dirais, de bien intégrer, d'autant plus qu'on va vous demander une étude de cas pour vous donner cette certification de praticien, c'est-à-dire dans votre pratique, un cas, la personne arrive ou l'entreprise, peu importe, quels sont les critères diagnostiques, comment vous allez vérifier que ce sont les bons critères diagnostiques, quels sont les outils que vous utilisez et quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces outils. Voilà, une étude de cas toute simple et qui nous permet surtout de savoir que vous avez bien intégré ces outils dans votre pratique de praticien neuroquantiste. On vous suit, on actualise sans arrêt les documents, les nouveautés, on vous tient au courant de ce qui se passe et aussi on vous propose une commission sur les personnes que vous pourriez amener dans les formations, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient physiques. La formation de consultant, en complément, je dirais, de ces outils, va vous permettre de diffuser ces outils. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devez avoir suivi la formation de praticien pour avoir bien intégré tous ces outils dans votre boîte à outils, mais qu'ensuite, pendant 3 jours, nous allons vous donner, je dirais, un kit complet, clé en main, d'un module particulier que vous allez pouvoir ensuite revendre à vos clients. La particularité de ce kit, c'est que non seulement vous avez le fil rouge, les outils, les documents pour les participants, etc., mais en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire que vous avez aussi la possibilité de donner accès à vos participants à des formations en ligne, à des compléments, que ce soit avant votre stage ou après le stage, avant pour donner des éléments théoriques et après pour, je dirais, donner des piqûres de rappel sur ce que les participants ont appris au contact avec vous. Et on tient bien entendu avec Samy à ce que ce soit une véritable communauté des consultants, c'est-à-dire qu'on aura aussi un week-end tous les ans pour se retrouver, pour faire le point sur nos pratiques et pour nous permettre d'intégrer des nouveautés. Et les outils que nous vous proposons sont en premier le self-coaching, c'est-à-dire être capable de s'auto-coacher, être capable de se poser les bonnes questions, de s'observer, voir, etc., d'être dans cette lucidité sur soi-même, d'être dans cette agilité pour avoir un meilleur impact, soit avec soi. Ensuite, on propose un module de leader coach. Leader coach, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez peut-être des personnes, des collaborateurs et que vous allez utiliser ces outils pour pouvoir mieux les coacher, mieux les amener eux aussi à cette lucidité, à cette agilité et à cet impact. Et par la suite, on vous proposera d'autres modules comme la communication, la prise de décision, la biosystémique, etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, non seulement sur cette approche neuroquantiste, mais aussi sur ces concepts qui émaillent cette approche, et puis ces formations que nous vous proposons. Bien entendu, vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez sur notre site www.neuroquantiste.com, et sur ce site aussi, vous avez des PDF bien détaillés sur les formations qu'on vous propose, que ce soit ici en France, à La Réunion, au Québec, voilà. Au fur et à mesure, vous avez toutes les informations sur les formations neuroquantistes. Merci de m'avoir écouté, merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver à travers ces formations. Prenez soin de vous. Au revoir.